On est de retour au Parlement européen. Attends maman, enlève ton masque là. Ah oui. Bon, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Plus de 3 mois d'écart entre notre 29e épisode et notre 30e épisode de L'Aubry qui court. Mais on est enfin de retour avec l'équipe au Parlement européen, avec des gestes barrières. Vous voyez ici, nous ont même installé des sens de circulation ici au Parlement pour se croiser le moins possible. Le port du masque est obligatoire. On reprend notre travail physique qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs pendant le confinement. Et on espère qu'à partir de maintenant, L'Aubry qui court reviendra toutes les semaines en bonne et due forme, et on est vraiment ravis de vous retrouver avec un agenda très chargé cette semaine. Bon, on en a même profité pour le retour de l'AQC pour installer un studio ici dans notre bureau au Parlement européen. J'espère qu'il vous plaît, on va continuer à l'améliorer. N'hésitez pas à nous faire des suggestions d'ailleurs ou nous envoyer des petites affiches pour continuer à l'agrémenter. Et pour ce retour de l'AQC cette semaine, ce que je vous propose d'abord de parler des violences policières qui émaillent la France, les États-Unis, mais aussi qui mobilisent. Ensuite, de parler du plan de relance européen qui a été pas mal débattu dans l'actu ces dernières semaines, mais il faut un peu tirer le vrai du faux. Je vais aussi vous présenter en avant-première notre travail sur les contreparties aux aides d'État pour que l'argent public débloqué par l'État serve véritablement à la bifurcation sociale et écologique. Et enfin, pour notre traditionnel coin des lobbies qu'on va retrouver, un coin des lobbies un peu spécial pour nos retrouvailles, avec une petite compilation des meilleurs lobbies de l'année. En fait, c'est le lancement d'initiative Les Liaisons Dangereuses. On vous explique tout ça. Allez, c'est parti, générique. Ces images abominables, insupportables, ce sont les images de la lente agonie de George Floyd, qui est mort littéralement sous le poids de policiers aux États-Unis, mort à cause de violences policières, mort à cause de l'impunité qui règne autour de ces agissements des forces de police, mort comme d'autres avant lui aux États-Unis et en France, mort à cause d'un problème systémique aujourd'hui dans les forces de l'ordre à travers le monde. Et on voit que cette mort douloureuse, filmée en plus de bout en bout avec ces cris du cœur de George Floyd, a suscité une mobilisation spontanée à travers le monde, un petit peu comme il y avait pu avoir une mobilisation MeToo, de personnes qui à travers le monde disent on n'en peut plus de cette violence policière, on n'en peut plus d'avoir peur des forces de la police, on n'en peut plus d'actes discriminants de la part des forces de l'ordre, on n'en peut plus du racisme institutionnalisé, parce que oui, il y a un problème systémique aujourd'hui dans les forces de l'ordre, c'est vrai aujourd'hui aussi en France. Ça a été démontré par un certain nombre d'acteurs, par exemple par le défenseur des droits qui a publié un rapport prouvant que les contrôles aux faciès étaient discriminants en France. Il y a eu aussi ces enquêtes et ces articles publiés par le collectif de journalistes Street Press qui ont montré à quel point l'échange d'insultes racistes était légion commune dans des groupes Facebook de forces de l'ordre. Et puis on pense évidemment au travail de David Dufresne qui n'a eu de cesse de démontrer, illustrer et dénoncer les violences policières, en particulier pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Et face à tout ça, ça a été, et c'est depuis des années, un concours de déni entre la République en marche, les Républicains, et puis au milieu, on a l'extrême droite qui compte les points. Alors, face à ce contexte et face aussi à la mobilisation, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui quand même est bien connu pour son déni des violences policières ces dernières années, a bien été obligé de reconnaître cette semaine que quand même il y avait un problème, que quand même il y avait un enjeu, que quand même il fallait agir. Il fallait agir, sauf que dans la pratique, ce qu'il a annoncé, on est encore loin du compte pour mettre un terme à ce type de violence policière. Par exemple, si on remplace l'étranglement et qu'on vient à un bout de cette pratique, mais qu'on le remplace par le taser, c'est quasiment tout aussi dangereux. Si on ne fait rien pour réformer l'IGPN et pour sanctionner les policiers violents ou racistes, alors cette culture de l'impunité continuera à se maintenir. Bref, rappeler des règles existantes sans les mettre en œuvre,
alors c'est maintenir la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Maintenant, comment on avance? D'abord, je pense qu'il faut soutenir toutes ces mobilisations spontanées, on l'a vu, notamment menées par le collectif Adama Traoré, mais pas que, toutes ces mobilisations qui visent à dénoncer, à unir les forces pour dénoncer ces violences policières, en laissant aussi les premiers concernés s'organiser, et nous tous ici, en essayant de venir en soutien autant qu'on peut, comme on a pu le faire dans d'autres mobilisations précédentes. Et ensuite, clairement, au bout d'un moment, il faudra donner un signal clair aux forces de l'ordre. Si ces policiers ne sont pas sanctionnés, alors ils continueront à agir de la même manière en se sentant quasiment au-dessus de la loi. C'est tout le paradoxe en fait, c'est eux qui sont censés être les garants de la loi, se sentent en réalité au-dessus de la loi. Et dans les mesures à prendre, il faut bien sûr davantage former les policiers, former aussi pour qu'ils changent leurs pratiques, que quand ils s'adressent à des jeunes de quartiers de couleur, oui, qu'ils les vouvoient, qu'ils les respectent tout simplement. Interdire aussi toutes les techniques et les armes létales pour le maintien de l'ordre. Ces techniques sont dangereuses et tuent, et donc on doit y mettre un terme sans les remplacer par d'autres méthodes qui sont tout aussi dangereuses. Mais aussi, il faut pouvoir demander un récépissé. C'est une bataille qui a été menée par notre camp depuis des années et qui, je crois, plus que jamais pertinente. Et enfin, pour qu'il y ait des sanctions, il faut une refonte de l'IGPN professionnelle dans sa capacité à enterrer les dossiers. C'est tout ça que nous allons demander dans les prochaines semaines en continuant à se mobiliser comme on l'a fait cette semaine. Et au nom de George Floyd, Adama Traoré, tous ceux qui ont été victimes de violences policières, alors on continuera à se battre pour les dénoncer et pour rétablir une véritable confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, parce que c'est bien là tout l'enjeu. Ces dernières semaines, la Commission européenne a annoncé en grande pompe son plan de relance européen. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias parce que c'était le grand plan qui devait sauver les États européens de la crise à laquelle ils font face. Vous avez certainement entendu parler de montants astronomiques, du cadre financier pluriannuel, le budget européen, 1100 milliards d'euros, un emprunt que va faire la Commission européenne de 750 milliards d'euros, qui va s'ajouter à des montants déjà débloqués de 500 milliards d'euros. Bref, on s'y perd dans ces chiffres et on arrive à plus de 2000 milliards d'euros et on se dit « Waouh, c'est formidable et ça va permettre de sauver notre économie ». Sauf que, on compare un peu des poires et des patates dans ce plan et qu'il y a un peu de tout et qu'en réalité, quand on regarde les nouveaux fonds qui sont débloqués pour faire face à la crise, on ne parle guère que de 500 milliards d'euros, ce qui est loin des 2000 milliards d'euros que nous avions demandé ici au Parlement européen. Et puis, on est loin aussi de l'impact financier de cette crise. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces 500 milliards d'euros, c'est environ 3% du PIB, alors qu'on estime que cette crise va coûter au minimum 7 points de PIB en moyenne dans l'Union européenne, mais par exemple en France, après les dernières estimations de cette semaine, ce devrait être 13 ou 14 points de PIB. C'est bien entendu une crise économique inédite, mais qui doit appeler aussi une réponse économique inédite. Alors quand on regarde dans le détail de ce plan, tout n'est pas à jeter, il y a quelques éléments intéressants, notamment de ce qu'on appelle des nouvelles ressources propres, c'est la capacité pour la Commission européenne à lever de nouveaux modes de financement et qui sont en plus justes socialement ou écologiquement. Je pense par exemple à la taxe sur les transactions financières, c'est un combat qu'on a mené depuis très longtemps contre les activités spéculatives des banques et moi que j'avais mené quand j'étais à Oxfam et qui j'espère va aboutir. C'est une taxe sur le plastique. C'est une taxe aussi aux frontières de l'Union européenne pour taxer les produits qui viennent de l'autre bout du monde. Ça, c'est pour le verre un petit peu plein. Mais en même temps, quand on regarde ces ressources propres, elles ne seront pas suffisantes à rembourser l'emprunt que va faire la Commission européenne de 750 milliards d'euros. Et c'est là où est tout le problème. Parce que si derrière, ce sont les États européens qui devront directement rembourser. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que la Commission européenne va mettre en place des conditionnalités économiques. Ici, ça s'appelle dans le langage la bonne gouvernance économique. Franchement, on le connaît, c'est l'austérité, rien que l'austérité, toute l'austérité, ce qu'ils ont appliqué ces dernières années et qui aboutit d'ailleurs aux conséquences que l'on connaît sur nos systèmes de santé, par exemple, avec des coupes dans les services publics. Ça, c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, majeur, c'est que si ces États
doivent rembourser cet argent à la Commission européenne, en fait, ils vont devoir davantage s'endetter pour rembourser. Et donc, c'est de la dette qui s'ajoute à la dette, c'est une épée de Damoclès encore plus importante qui va peser sur les peuples européens, une nouvelle excuse qui va être utilisée par les libéraux, par la droite et par les syndicats patronaux pour nous faire travailler plus, pour rogner sur notre protection sociale, bref, en quelque sorte, répéter les erreurs du passé. Et c'est là le véritable problème aujourd'hui de l'orientation de la politique européenne, c'est qu'elle continue dans ces mêmes dogmes austéritaires et elle refuse finalement d'avoir le véritable débat qui nous permettrait de sortir par le haut de cette crise économique, c'est de mettre à profit la Banque centrale européenne pour qu'elle prête directement aux États membres, pour qu'elle vienne directement en aide aux États membres pour à la fois annuler une partie des dettes qui ont été contractées pendant la crise, c'est possible. La Banque centrale européenne détient par exemple 20% de la dette française. Et puis c'est possible aussi en changeant les traités européens et en faisant en sorte que la BCE puisse prêter directement aux États. Vous voyez ici l'hémicycle du Parlement européen. Il y a une expression en anglais qui dit « l'elephant in the room ». Il y a un éléphant dans la pièce, on ne le voit pas ici. Cet éléphant, c'est la Banque centrale européenne. C'est pour ça qu'il faut un débat démocratique sur la politique monétaire européenne. Vous l'avez peut-être suivi, c'est quelque chose que l'on défend très fortement ces dernières semaines et ces derniers mois. Et on va continuer ici, depuis l'hémicycle du Parlement européen, pour se faire entendre une bonne fois pour toutes. 15 milliards d'euros pour le secteur aérien, 8 milliards d'euros pour le secteur automobile. Bon, bizarrement, rien du tout pour le secteur ferroviaire. On voit que l'État multiplie les plans de sauvetage au secteur économique et au secteur industriel qui ont été particulièrement touchés par la crise. C'est évidemment nécessaire et indispensable pour éviter la catastrophe sociale, pour aussi sauver des emplois et accompagner ces entreprises en difficulté. Mais il ne faut pas que ça se fasse sans contrepartie, en donnant une forme de chèque en blanc à ces entreprises pour qu'elles continuent leur modèle économique qui nous emmène droit dans le mur, notamment d'un point de vue écologique. On sait très bien que les engagements qui ont été pris par les entreprises, s'ils ne sont pas contraignants, c'est un petit truc dit en l'air, mais tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc. On l'a vu d'ailleurs ces derniers mois avec l'engagement qu'a demandé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, aux entreprises de limiter le versement de dividendes. Bon, on a vu le résultat, des actionnaires se sont bien gavés quand même ces derniers mois, malgré la crise. Et c'est pour ça que dans ce contexte, nous on propose toute une série de contreparties. On lance officiellement cette semaine une série de 10 contreparties aux aides d'État, parce qu'on pense qu'il ne faut pas d'aide publique sans transition sociale et écologique, que c'est autant d'outils publics que peut utiliser l'État pour opérer la bifurcation sociale et écologique de notre économie dont nous avons besoin. Ces 10 contreparties qui sont organisées autour de 3 catégories principales. Une première catégorie en matière de partage des richesses. Dans cette catégorie-là, dans les contreparties que nous demandons aux entreprises, qu'on gèle le versement de dividendes aux entreprises qui reçoivent des aides d'État. De la même manière, cet argent ne doit pas finir dans les paradis fiscaux et donc il ne faut pas verser d'aide d'État aux entreprises qui sont présentes dans les paradis fiscaux. On a une deuxième série de contreparties qui sont des contreparties sociales, parce que ce serait incompréhensible de donner des aides publiques à une entreprise et que derrière elle procède à des plans de licenciement massifs comme est en train de le faire Renault, et que ça doit être évidemment un engagement ferme que doit prendre l'entreprise, tout comme limiter les écarts de salaire au sein de l'entreprise et aussi une garantie en matière de protection sanitaire pour l'ensemble des salariés. Troisième série de contreparties, des contreparties environnementales pour achever cette transition dont nous parlons, qui doit être sociale et environnementale. Et pour opérer cette bifurcation-là, une des contreparties que nous demandons, c'est que les entreprises réalisent des commissions environnementales au sein de chaque entreprise qui associe l'État, mais toutes les parties prenantes, les salariés également, pour définir un plan d'action qui permet à l'entreprise de respecter les accords de Paris et donc une feuille de route en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein même de l'entreprise. Vous pouvez retrouver, bien entendu, on va vous mettre le lien, l'ensemble de ces contreparties. N'hésitez pas à les relayer parce qu'on insiste là-dessus. Ce sont des contreparties qui sont faisables, réalistes, qui sont applicables immédiatement et qui montrent que nous sommes constructifs. Évidemment qu'il faut venir en aide à ces entreprises, mais il ne faut pas que ce soit un chèque en blanc. Et cette bifurcation sociale et écologique que nous appelons de nos voeux, eh bien on peut la commencer dès maintenant pour se relever de cette crise plus résilient pour faire face au prochain choc. Ah ouais, cette pile du coin des lobbies, elle s'est bien remplie pendant le confinement.
Bon, les lobbies, ils n'ont pas chômé pendant ce confinement, mais en réalité, ils n'ont pas chômé aussi depuis le début de mon mandat. Vous le savez, chaque semaine, on essaie de dénoncer les lobbies qui sont ici super actifs dans les couloirs du Parlement européen. Et on s'est dit qu'à l'occasion des 1 an de mandat, eh bien, on allait répertorier plus systématiquement l'ensemble des scandales éthiques qui émaillent les institutions européennes, le Parlement européen, mais aussi la Commission européenne, le Conseil européen, et on a commencé à les lister et à les compter. Et on en est arrivé au bout d'1 an de mandat à 45 scandales éthiques qui sont en violation de règles éthiques européennes. 45 scandales, mais ça c'est au moment où on a lancé l'initiative le 26 mai, ça se bouscule au portillon. Depuis, on en a déjà 3 de nouveaux. À n'en pas douter, cette liste va continuer à s'allonger. Et dans ces scandales éthiques, on a de tout, on a du conflit d'intérêts, de BlackRock par exemple qui conseille la Commission européenne sur les questions climatiques alors qu'il finance les énergies fossiles. On a du pantouflage, vous savez, les allers-retours entre le privé et le public, entre les lobbies et la régulation bancaire par exemple. On a aussi des lobbies qui font des cadeaux comme l'ambassade du Vietnam qui offre du champagne aux députés pour qu'ils votent l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Bref, un trop grand nombre de scandales éthiques et encore c'est la face émergée de l'iceberg puisque c'est celle qu'on a pu mettre en avant. Mais l'objectif derrière, c'est évidemment de les compter, de montrer à quel point ils font système, de les dénoncer, mais aussi de proposer des solutions. C'est pour ça que nous continuons à nous battre pour une autorité indépendante éthique, une autorité éthique dont l'objectif est précisément de pouvoir contrôler ces scandales éthiques au niveau européen, de pouvoir investiguer quand c'est nécessaire, de pouvoir aussi sanctionner quand c'est nécessaire. Une autorité qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de moyens. C'est un des combats de notre mandat. Et pour ça, on continuera à rester lanceur d'alerte ici dans les institutions européennes pour continuer notre terrible décompte, j'ai envie de dire, des scandales éthiques qui émaillent ici les institutions européennes. On en est donc aujourd'hui à 48, mais à n'en pas douter, cette liste va continuer à augmenter. Mais nous, on sera toujours là pour les dénoncer. C'est la fin de ce 30e épisode de L'Aubry qui court. C'était un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à nous faire des commentaires. On a essayé de garder le meilleur de ce qu'on faisait avant, mais on réfléchit aussi à toujours comment améliorer L'Aubry qui court, donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'abord mardi dans la rue avec les soignants pour défendre une véritable réforme du système de santé français et apprendre les leçons de la crise. Et puis, rendez-vous aussi la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ici, session plénière au Parlement européen, on vous débriefera tout ça. Allez, prenez soin de vous et on espère que cette fois-ci, on vous retrouvera véritablement chaque semaine. Elles se battent pour les autres. Ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres. Ils se dévouent pour les autres. Pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit. Aux petits soins, aux grands secours, elles protègent la vie. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide. Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide. Et quand elles n'auront plus d'elles, qui viendra les sauver? Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait? Elles se battent pour les autres.